Bonjour, Monsieur Ba. I'm with you. Allez, on y va. Tonton Ba, comment vous allez? Mais c'est super de m'entendre parler, de m'entendre dire ou appeler tonton. Oui. Parce que même moi, je suis un tonton jeune. Oui, non, mais je sais. D'ailleurs, comme je te l'ai promis, dans le cadre de l'émission, je te ferai ce qu'on appelle un tiny desk j'ai hâte. concert. Je te ferai une 30 secondes ou une minute de musique où vous allez m'entendre jouer avec une guitare. Donc c'est vrai. vous saurez un peu dans quoi je suis. On parlera d'architecture. Tout à fait. Parce que l'architecture, c'est l'expression principale de l'homme comme force et comme intelligence jusqu'à ce que l'écriture arrive. Oui, c'est ça très c'est important. Quelle est la situation de Dakar par rapport à ça? On parlera de sociologie, on parlera de finance et d'économie pour ceux qui ont fait des études d'économie. On parlera également de droit pour ceux qui ont fait un peu de droit constitutionnel. On parlera de santé publique, tout à fait, etc. Donc de Covid, de la relation avec le Covid-19. Oui. On parlera également de la gouvernance publique sur ça. La réaction du président et du Conseil des ministres d'hier, on parlera de tout ça. En tout cas, merci. Voilà. Je tiens à dire que Tonton, il a géré l'émission comme un maître. Bravo. J'adore. Donc, juste Tonton, j'aimerais qu'on remette les choses dans le contexte. Pourquoi c'est important? C'est quoi le littoral? C'est quoi? Vous savez, je vais convoquer quelqu'un que j'ai lu beaucoup, étudié beaucoup, tellement je suis impressionné par son intelligence, c'est Jacques Attali. Je l'ai entendu dire parce que tout le monde réfléchit sur l'après-Covid. Voilà, Covid, l'après-Covid. Ça a bousculé le monde. Est-ce que les gens vont retourner à ce qu'ils étaient ou pas? Il dit, c'est définitivement établi. Maintenant, l'option, l'enjeu, c'est l'économie de la vie. Économie de la vie créatrice de bien-être. Dans bien-être, il y a la santé, mais il y a aussi la vie, les loisirs, la distraction. Tout à fait. C'est une vie, c'est tout cela. C'est le trottoir, c'est les espaces verts, c'est avoir envie d'y être. C'est quand vous voyagez, vous avez envie de retourner, vous êtes bien, c'est votre tchéboudienne, c'est votre poisson, c'est tout cela. Et ça, l'atout principal, dis-nous, c'est le littoral. Et si vous allez, ceux qui ont fait des études à Harvard ou qui suivent un peu cela, il y a une école économique là-bas qui s'appelle Doom to Choose. Qu'est-ce qu'on vous y enseigne? On vous dit, chaque individu a une force. Un pays, c'est pareil. Si vous regardez bien, il y a des gens qui ont une force, une faiblesse, etc. On n'est pas faible à 100%, c'est pas possible. C'est à vous de trouver la niche. Cette niche-là, ça m'a même conduit, moi, sur le plan professionnel, à l'utiliser. Quand je rentre dans une entreprise pour conseiller, je cherche la niche sur laquelle je vais m'adosser pour trouver de l'argent interne pour financer les conseils que je vais faire. Donc, au niveau de Harvard, ils vous disent, cette niche-là, si l'État le trouve à côté de l'éducation, de tout ce que tout le monde sait faire ou veut faire, vous allez vous rendre compte que ça va être la base de toute votre vie. Et cette base-là, c'est le littoral. C'est-à-dire que les 720 km que nous avons, les 14 ou 15 millions d'habitants que nous sommes, nous, on a une belle vie. Tout le monde est bien logé, tout le monde a vue sur mer, où il va comme il veut, tout le monde est ventilé, la ventilation qui balaye la pollution, on est bien, et tout le monde sait que la mer, c'est depuis l'aube des temps la principale remède. Un remède ou une remède? Un remède. Un remède, voilà. Donc c'est le principal remède de l'homme. C'est la mer. C'est pourquoi vous avez la thalassothérapie, là où ça se trouve, les bains marines, etc., etc. On a le cadeau du ciel. Et ce Sénégalais-là, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend son marteau, il fracasse ça, tout bêtement. On ne comprend rien. Vous prenez, par exemple, la baie de Anne. Regardez bien comment il est dessiné. C'est un cercle presque parfait. Il faut le prendre de Anne jusqu'à Bargny. Ça traverse les Tiaroy et tout ça, Rufisque et tout ça. Mais la baie de Anne, c'était l'équivalent, ou la rivale, non pas l'équivalent, c'était la rivale de Copacabana. Oui, il paraît. Là-bas, c'est l'entrée du Brésil et même du monde, parce que quelqu'un qui voyage dans le monde ne peut pas ne pas aller sur Copacabana et connaître. Eh bien, de l'autre côté, tu sais qu'est-ce que c'est? Ce n'est même pas une poubelle, c'est une fosse septique. La baie d'Anne, on en a fait une fosse septique, là où le Copacabana, c'est l'entrée du monde, avec tout ce que ça rapporte. Quand on dit le Brésil, c'est pas de croissance économique, tu as des points qui viennent de Copacabana. Voilà, point. Parce que l'industrie touristique sur laquelle ça s'adosse, eh bien, ça vous produit des points de croissance économique. Donc,
l'importance du littoral, pour cela, sur la santé publique, tout cela, on peut en parler, la ventilation de la ville, les vents qui balayent la pollution, le Ndiagandiaï qui vous enfume avec la fumée noire là, le vent là qui vient balayer ça. Mais regardez, s'il y a du vent, vous respirez mieux. Mais si on construit et qu'on bloque ce vent là, mais évidemment, vous allez respirer le Ndiagandiaï. C'est ça qui fait que les enfants sont asthmatiques, que vous, vos enfants, vous allez les amener à l'école, mais vous allez faire des allers-retours à l'hosto. Hein. C'est vrai, ça c'est vraiment. Et là, donc si vous ne vous battez pas, vous, voilà votre job, voilà votre vie. Votre vie, ça va être, oui, Nino, aujourd'hui, Nino, non, je suis allé amener le petit là-bas, là, tu sais, il y a une cérémalière. C'est ça, là, il faut que vous mettiez dans la tête que c'est ça que les gens sont en train de construire. Ils sont en train de construire, non pas la santé, ils sont en train de construire la maladie durable. Et donc, le vent marin, là, qui balaie la pollution, après, on a des effets venturiers incroyables, des tunnels ventileux tellement intéressants au niveau du Sénégal, qu'en organisant l'urbanisme, en ouvrant les routes à cette ventilation, mais vous avez un cadeau du ciel. Mais c'est l'intelligence et l'ingéniosité qui doivent vous amener à cela. C'est simple, c'est élémentaire. Donc, les propositions, quand on y arrivera, je vous le dirai, le Sénégal, quelle est sa note? C'est 1 sur 20. Le Rwanda, c'est 18 sur 20. Le Maroc, c'est 15 sur 20. D'accord. L'Australie, c'est 20 sur 20. Donc, nous, on est à 1 sur 20. Ah, nous, on est redoublé, on a redoublé. Normalement, on devra nous virer. Parce que nous, on n'est pas capable. Oui. Si on voit ce qu'on a fait de ce que nous avons, mais nous, on nous a même aidé en nous faisant redoubler, on n'est pas compétent. Waouh. On est incompétent. Alors, non seulement on est incompétent, et la responsabilité, elle est partout. De mon ami, moi, Mokhtar Bala. Mokhtar, je t'ai vu hier, explosif, mais magnifique, cours magistral. Mais il est chez lui, là, il ne met pas. Lui. Oui, c'est vrai. Il pense que c'est Mokhtar qui va lui régler son problème. Je reviendrai à la santé, hein, ça c'est très important. Mais il me dit ça. Mais le religieux, nous sommes presque 100%, on croit. Nous avons la foi de croire en Dieu par diverses religions, dont le plus important c'est le musulman, bien entendu, etc. Moi, vraiment, ça c'est le grand truc. On a nos chapelets. Mais le cadre religieux, le cadre normatif même, repose sur la terre, sur l'environnement. Comment vous devez protéger votre environnement. Nous, on court là avec nos boubous là le vendredi. Et puis après, là, voilà, et puis on n'est pas propre. On ne protège pas notre environnement. Donc ça, c'est très, très important. Donc cette responsabilité-là, de nous tous qui croyons. Et bien entendu, cette responsabilité, on peut considérer qu'elle est différenciée, c'est relatif. L'exécutif, qui doit nous protéger, qui doit protéger nos biens, eh bien, eux, ils ont croulé, lui. L'exécutif n'a même plus les moyens, à mon avis, de contrôler la situation. C'est que c'est aller trop loin, parce que l'exécutif, ce que les gens attendent, c'est qu'on démolisse tout. Ils ne peuvent pas. Oui, ah, donc ça, c'est vraiment pas une solution. Ils n'ont pas les moyens politiques de démolir. Donc c'est pourquoi on a dit, c'est l'intelligence maintenant qui nous reste, c'est l'ingéniosité, et c'est sur ça que j'ai travaillé. Oui, mais tonton, d'après ce que tu me dis, parce que je rappelle qu'on est avec Monsieur Mokhtar Ba, on l'appelle tonton parce que c'est notre papa, c'est notre ami, c'est une Nobok. Mais d'après ce que tu me dis, la première chose à laquelle on pense quand on entend ça et qu'on se bat pour le littoral, c'est de se dire, mais alors détruisons, cassons, mais tu viens de me dire, c'est pas possible, c'est pas la solution. Eh bien, alors là, il faut que ceux qui ont fait des études de gestion et d'économie m'écoutent bien. Je vais te mettre, nous on a proposé 8 mesures. Si on a le temps, on les fera. Mais si on n'a pas le temps, je vais vous donner les 3 mesures. Oui, les 3 mesures, c'est bien. Nous avons proposé, on a dit, Sénégal de Nubarewa, ça parle trop. Et c'est comme ça que nous nous sommes livrés aux mains des politiciens, des machins comme ça. Et puis voilà, c'est terminé là. Et puis on parle. Le pays, il ne faut pas oublier, on doit parler de l'économie de la rente. Et qui déglingue tout. L'économie, la cohésion sociale, mais etc. Donc tout ça, il faut que t'inquiète. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en état d'urgence littorale. Ça nous permet de prendre des textes juridiques très rapides, décrets. Le président prend immédiatement un décret, c'est ce que nous lui avons demandé, qui instaure le statut d'utilité publique entre la route et la mer. C'est-à-dire qu'entre la corniche, tout ce qui est route,
la mer, c'est intérêt général et utilité publique. Cela veut dire quoi? On peut y construire peut-être un hôtel, on va encadrer l'hôtel avec un contrat administratif, on va investir tant, on va construire ça comme ceci, on va permettre aux gens d'aller derrière, on va l'insérer dans l'environnement global architectural, on ne va pas le faire en opposition avec la nature, on est déjà dans l'intérêt général. Pourtant, c'est un individu qui amène de l'argent, qui investit. S'il faut faire des choses qui concernent quelqu'un pour qu'il ait sa maison, non. Sa piscine, non. Un immeuble où on vend des appartements 300, 400 millions, non. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement sans cause. On doit aller en prison pour ça, parce que c'est une faute pénale. C'est un caractère pénal. Ok. Donc, nous disons, décret qui renforce le statut d'utilité publique et de l'intérêt général. Donc, chaque fois que vous verrez quelque chose se faire entre la route et la mer, vous n'avez plus à discuter. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, en tout cas, ça ne peut être que l'intérêt général là. Ah oui. Et puis, voilà. Et puis, d'ailleurs, la communication va aller dans ça. Voilà ce que le citoyen dans cette affaire-là. Deuxième élément, on prend un drone. Il y a un groupe là qui me propose, sur cette proposition-là, un drone à 14 heures qui va tourner pour identifier les espaces qui ne sont pas encore touchés. On dit, comme c'est l'hémorragie, comme ton sang qui coule, il faut l'arrêter. Le temps qu'on discute, on prend des mesures, on dit ceci, mais pendant ce temps-là, il n'y a plus de terrain. Donc, il faut tout arrêter. Donc, on commence par arrêter ce qui n'est pas encore touché déjà. Immédiatement là, on n'a plus à creuser, à faire une clôture, c'est terminé. Si on n'a pas ça, nous tous, il va y avoir un lourd compresseur avec des jeunes qui vont venir nous balayer, nous tous. Donc, on va tout arrêter. Et le drone va nous dire, voilà, il y a tel espace qui reste, il y a tel espace qui reste, on l'arrête. Deuxième mesure, c'est cela, mesure conservatoire. Dans tout là, on arrête l'hémorragie. D'accord. Je vous dis, l'État, comme il fonctionne aujourd'hui, a perdu le contrôle de ça. Mais comment est-ce que l'État a perdu le contrôle? Comment? Donc on va les amener progressivement à régler les problèmes. Nous allons aider l'État jusqu'à la démolition. J'y vais. Vous allez voir comment on va le faire. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, troisième mesure, on dit, maintenant, toutes les choses là qui ont une activité commerciale, taxe de privilège littoral. C'est-à-dire? Tout ce qui est de l'autre côté, la taxe de privilège littoral. Vous m'empêchez de voir la mer, vous payez. Vous empêchez les vents de me ventiler, pour que vous payez. Moi-même, etc. C'est selon le principe du pollueur-payeur. Tu m'empêches de voir la mer, tu payes. Tu empêches les vents de me rafraîchir, tu payes. Tu empêches les vents de disperser les moustiques qui me piquent, tu payes. Oui. Ah ben, c'est tout ça, le littoral. Nous, on ne devrait pas avoir de... Moi, chez moi, j'habite pas loin, moi, de la Corniche, entre nous. Oui, c'est vrai. J'habite sur le bon côté, pas le mauvais côté. Mais nous, si je me souviens bien, on a bien fait 5 ou 6 ans, on n'avait pas de moustiquaire dans la maison. Aujourd'hui, on ne peut pas dormir sans moustiquaire. On n'avait pas besoin fondamental. Le clim, il tourne peut-être 2 mois dans l'année. Aujourd'hui, là, le clim commence à tourner. La vie a changé ici, on le sent, chacun voit son problème. Les moustiques, nous, à partir de 18 heures là, il faut pomper, et puis pour avoir une vie là, tu dois te gérer. Or, on n'avait pas cela. On a laissé les endroits être inondés, les nids de moustiques se faire, et tout le monde regarde avec son chapelet, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est comme ça. Au lieu de là, tu es astaghfirullah, pensant que Dieu va te régler ton problème comme ça, alors que justement, il s'appuie sur ce que tu fais. Tu apprends tes leçons, tu pries, tu as ton examen. Tu n'apprends pas tes leçons et tu pries, tu vas avoir ton examen. C'est ça que le Sénégalais, ce qu'il est en train de faire. Donc, de manière très nette, donc, ceux qui sont là, qui doivent payer cette taxe-là, on va calculer tout cela. Donc, tu vois, il va y avoir une dynamique de création de richesses. Et donc, ça ne s'arrête plus. On va dire, ce littoral-là, on l'a foutu en l'air, on va s'enrichir sur 10 ans avec de la rectification. Ça va être 10 ans de super boulot, où tout le monde va avoir un boulot, où vous, là, vous allez vous installer avec votre radio à tel endroit, sur le littoral. Tout ça, là, tout le monde aura sa place, de manière homogène. Alors, maintenant, ceux qui sont pour enrichissement sans cause, ceux qui ont fait du droit, ils savent, enrichissement sans cause, cela veut dire enrichissement injustifié. On te donne un terrain de 1000 m², tu as 1 milliard, alors que vous êtes en train de vous battre à votre radio, voilà, tout en, etc., cherchant à informer les gens.
L'autre là, il parle et puis tu le vois, il est milliardaire, il a une grosse bagnole, il a machin, il voyage. Et comment il est devenu riche? Non, il a donné 5000 mètres carrés, c'est tout. Ça, c'est l'enrichissement sa cause. Sans cause, il faut absolument revenir dessus. D'accord. Pourquoi celui-là, il a une maison et que l'autre n'a pas sa propre maison aussi? Tout ça là. Et c'est tellement enchevêtré qu'on a dit qu'il y a du cas par cas, il y a une lame de fond, mais du cas par cas. Et pour cela, l'instrument technique de réflexion pour faire, on l'appelle la destruction créatrice. La destruction créatrice. Certains parlent de démolition. Nous, on est dans la destruction. Le tranquille, le calme, le positif, a priori non punitif. On est dans l'incitatif. On va le faire tranquillement, nous mettre d'accord dans le cadre d'un consensus que nous avons 5 ans de boulot pour rectifier. Où nous avons tant d'années pour rectifier. Tout le monde est au courant. La communication le sait. Votre radio participera à l'information de tous. On va faire de ce littoral-là ce que l'autre appelle l'économie de la vie. Créatrice de bien-être. Nous allons être bien, nous allons bien vivre. Parce que ici, moi, j'ai fait mes études en France et au Canada. Je me souviens, une fois, sur rue Dorchester, j'étais dans un cabinet mondial qui m'avait recruté. J'aurais pu rester là-bas tranquille. Quand le vent de moins 30 degrés a soufflé sur mon nez un jour, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fout ici? C'est vrai. Mais je crois que c'est ce jour-là que j'ai décidé que ma vie n'était pas là. Et j'ai un fils, mais je lui ai imposé de faire un autre diplôme d'ingénieur ici, en lui disant, ça te permettra de savoir ce que c'est qu'un Ndiaganiaï. Sinon, tu débarques là, oui, jeune machin là, bourgeois. Non, 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 c'est terminé, Ndiaganiaï. Tu y vas tout seul, comme tout le monde, etc. Et donc, voilà la destruction créatrice, c'est une destruction créatrice de richesse. Prenons un exemple simple. Vous avez une maison, I'm on the radio, quelqu'un qui a une maison, ok, sa richesse, la richesse de ça, c'est la richesse personnelle de cette personne et de sa famille. Si on prend, je le disais tantôt, si on prend cette maison, on le remplace par, comment ça s'appelle, un restaurant, eh bien, évidemment, le restaurant, c'est du chiffre d'affaires, c'est des emplois, c'est une cohésion sociale, on y va. Si on multiplie ce genre de choses, on a déjà quelque chose d'hyper intéressant plutôt que d'y avoir une maison. Et d'ailleurs, le business, lui, peut payer même la démolition. Si tu as un terrain qui coûte 1 milliard, tu as une maison à 100 millions dessus, bien sûr que le milliard peut te financer le 100 millions à détruire. Tu vois? Donc, on va être dans de l'économie appliquée. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, la destruction créatrice, pour ceux qui ont fait économie et autres, il y a un examen connu à Harvard, je crois, sur Nokia et le, comment on appelle ça, Nokia et iPhone. Nokia, 40% du marché. Donc, un stock d'argent illimité. L'âme de fond, le numérique, la rapidité de la décision, la richesse qui sort de ce numérique-là a balayé les 40% du marché. C'est comme ça que iPhone a détrôné évidemment le machin. Et derrière, Huawei et Samsung, ils se relèvent toujours pas, alors que nous tous, nous connaissons le mobile par Nokia. Le monde entier. Ça, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que la destruction, elle est créatrice de richesse. On n'est pas dans la démolition où le gars là, il est malheureux, sa vie. Non, 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 non. Lui-même, dans la cohésion sociale, si on nous laisse faire, si on nous laisse accompagner, même celui qui a fauté, lui-même, il va gagner. Ça va nous donner comme information que nous sommes capables d'intelligence. Ni nous. Le Sénégal a dirigé l'agriculture mondiale et l'alimentation mondiale pendant 15 ans. La FAO, par M. Jacques Diouf. C'est le Sénégal qui a dirigé ça pendant 15 ans. On reviendra dessus. Le Sénégal a dirigé l'athlétisme mondial pendant 15 ans. C'est ça notre procès à Paris en ce moment. Le Sénégal a dirigé l'art, la science et la culture, l'UNESCO, le Moctarmbo que vous entendez là. Moi, quand nous, on faisait nos études là, il était le tout puissant patron de l'UNESCO. Oui. Se battant contre les États-Unis qui ne voulaient pas telle ou telle chose. C'est eux-mêmes qui avaient demandé son départ. Il était à un niveau tel qu'il était, comme l'OMS et les États-Unis là, comment c'est en train de se passer. C'est exactement ça qui se passait du temps de Moctarmbo avec l'UNESCO.
L'OMS, là, Trump, là, qui sort de l'OMS. Pareil, c'est comme ça que les États-Unis ont dit, si vous n'enlevez pas votre directeur général, nous quittons l'UNESCO. On ne veut pas, non, même pas la manière dont ils gèrent ça. Vous allez voir Tata Ndioro Ndiaye, peut-être que certains la connaissent, mais elle a dirigé comme directrice adjointe de l'OMI, l'Office mondial de la migration, à Genève, pendant une dizaine d'années. Elle était directrice adjointe mondiale de la migration. Là, les gars qui sont sur les bateaux, d'où ils viennent, ceux qui quittent tel endroit pour aller à tel autre, etc., etc. C'est dommage, d'ailleurs, j'aurais dû d'écouter cela. Et on n'est pas bien organisé, hein, parce que si j'avais eu ça, beaucoup de gens vous auraient écouté de ma génération et de machin comme ça, que je lançais sur le truc, je viens de savoir à quel niveau on est en train de l'écouter, mais bon, bref. Mais tout ça là, donc pour dire, le droit, comment on appelle ça, les droits de l'homme, tout ça là, à Genève, les Sénégalais ont joué un grand rôle. Alors, prenons un exemple type, c'est l'agriculture. Quand on dit tu as dirigé le monde, tu sais qu'est-ce que tu as entre les mains? Parce que moi, je l'ai vu, j'ai travaillé un peu en Asie. Et j'ai vu l'effet de ça. Vous prenez par exemple, on va dire le directeur général là, a une plateforme sous ses yeux. Il sait partout comment l'agriculture fonctionne dans le monde, comment l'alimentation marche, quels sont les enjeux, quels sont les... Voilà. C'est-à-dire que quand tu as un pays, toi, mais il va en profiter. Si aujourd'hui tu es médecin, ceux qui habitent dans ta maison, mais ils profiteront du fait que tu es médecin. Parce que tu diras, ah non, moi le café là, chacun il est à un sucre, hein. Terminé. Non, le machin c'est comme ça, l'huile, non, 2 cuillerées. C'est ça. Donc si tu es là, tu vas te battre pour dire, ah non, l'agriculture mondiale, on va se planter si on fait ça. Il faut aller vers ça. Il a toute l'étude, il a ce qu'on appelle l'intelligence entre les mains, c'est-à-dire les expertises. Il sait qui c'est quoi, qui peut aider qui. Mais nous, qu'est-ce qu'on a tiré de ces 15 ans de Jacques Diouf? Rien. Rien. Il y a quelque chose qui a plus ou moins démarré un peu, c'est les tables jardins. Nous, à un moment donné, on a eu 2 ans où la tomate venait de nos tables jardins de la maison. Le basilic, le nana, tout cela, ça venait de la maison. Pas pu bien gérer avec les chiens qui machinaient dessus, tout ça. Et donc finalement, dans la désétude, et on est en train de le reprendre. Normalement, chacun a non seulement son compost en enfouissant ce qui est dégradable dans son jardin, mais tout le monde devrait manger ses légumes. Ces légumes, ça doit venir de ton propre jardin. C'est rapide. Moi, je suis là en train de vous regarder, de regarder sur les murs, les épinards là, sur les murs. Je suis en train de les regarder au moment où je vous parle. Les épinards là sont là sur le mur, en train de machiner. On mange nos épinards. Donc aujourd'hui, tout le monde devrait s'en sortir. C'est ça le Sénégal. On ne comprend pas l'intelligence qu'il y a dans la tête des gens, ce que le bon Dieu nous a donné, le legs divin, ce qu'on appelle le God-given, ce que Dieu nous a donné. Et rien, on ne transforme rien. Mais justement, tonton, si on parle, c'est clair qu'au Sénégal, tu as cité Mokhtar Mbow, Jacques Diouf, Pape Diouf, qui était quand même le président de l'Olympique Marseille. En fait, les Sénégalais sont à des postes clés au niveau mondial, dans la scène mondiale. On les connaît. Ils sont connus pour leur intelligence, ils sont connus, mais ils ne sont pas connus pour leur efficacité ou pour l'application sur le terrain. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des gens, celui qui dirige Google Africa est un Sénégalais. C'est des gens intelligents, mais pourquoi on n'arrive pas à passer de la théorie à la pratique? Pourquoi aujourd'hui on parle du littoral sur le Facebook? Pourquoi les gens pourquoi il n'y a pas de réaction physique? Pourquoi il n'y a pas de rassemblement? Qu'est-ce qui nous empêche de passer de ça à ça, de la parole à l'action en fait? Là, c'est mon métier de comptable qui va parler, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle l'observation factuelle. C'est-à-dire, au lieu de parler, on va dire qu'est-ce qu'on voit. Prenons les différents présidents du Sénégal. Senghor. Senghor avait environ 25 ans de plus que mon père. Donc moi, je suis au niveau petit-fils de Senghor, en termes d'âge. Donc, Senghor, moi, je récite presque mon latin jusqu'à présent. Hominem Deus crea viteram dedit ut opera retoreum. On récite. On faisait du théâtre avec les mots latins. OK? C'était un effet Senghor. Donc, c'est-à-dire le leadership, c'est fondamental pour tirer les gens.
Sinon, je ferais latin, je ne ferais pas latin si j'étais dans un autre endroit, ou des choses comme ça. Mais on voit qu'il y a une ligne par l'éducation. Excuse-moi, l'architecture. Je vais vous raconter quelque chose en taisant certaines choses, hein, parce que c'est important l'architecture, que je voudrais qu'on en parle un peu plus. Mais moi, je suis le conseiller financier d'un grand projet, donc il y a le Sénégal et l'Iran et tout ça. Et donc, je disais au directeur général la dernière fois, il y a quelque temps, je disais que ce que je construis, parce que je construis un lac, un lieu d'art et de culture que tu as pu voir, et je lui disais, c'est avec ces là, c'est vraiment mon instrument de résistance, c'est mon instrument d'expression. Résistance à quoi? Mais contre cet univers dégueulasse, ambiant. Pas de trottoir, pas d'espace. Ah oui, pas de trottoir. Le gars qui fait ce qu'il veut là-bas, le trottoir qui ne tient pas la route. Moi, je dis, je réponds par l'architecture. Je m'impose par l'architecture parce que j'impose que les gens regardent, observent et s'expriment. C'est ça l'état d'esprit. Pardon, 30 secondes. Allô? Ça a coupé. 30 secondes. Ah, non, c'est bon, je me racle la gorge parce que j'ai pris un café. Ah, d'accord. Voilà. Et je vois qu'il me machine un peu. D'accord. Alors, et il me dit, il m'arrête net, il me dit, Monsieur Ba, nous, les Perses, la Perse, vous connaissez, vous avez fait l'histoire. La Perse, oui. Oui, oui. Nous, les Perses, si nous avons résisté à l'invasion arabe, c'est grâce à l'architecture. C'est grâce à l'architecture. Puisque l'architecture c'est l'expression principale justement de l'homme en termes d'intelligence, de force et tout ça, à un point tel que les Arabes ont toujours eu peur, ou une certaine, un certain complexe à les attaquer de front du fait de cette intelligence-là. Tu sais, si tu vois un type intelligent, tu ne vas pas l'attaquer comme tu attaques quelqu'un qui ne réfléchit pas. David et Goliath est là. Goliath, c'est l'énormité, et David, c'est la petite puce là, mais qui réfléchit et qui bat l'autre. Donc, quand tu es dans l'intelligence, c'est que le gars le perçoit par l'architecture, par ce que tu as produit. Il va faire attention. Du coup, ils n'ont jamais pénétré la Perse. C'est ce que l'Iranien me dit, l'officiel iranien. C'est lui qui te dit, regardez bien Biden, qui parle de diriger l'Amérique. Ouais, Joe Biden. Son bureau est sur un tapis persan. L'art, la culture, c'est fondamental. C'est ça qui te montre. Et donc, cette architecture-là, il me dit, mais en faisant des recherches, justement, je me suis mis, j'ai été intéressé par le sujet. Le premier sur qui je tombe, c'est Hitler. Hitler qui a mis le monde à genoux. S'il n'y avait pas de maladie à l'entrée de la Russie, avec le froid, voilà, les maladies incroyables, là, la peste et tout ça, mais il mettait totalement le monde à genoux. C'est cette faiblesse-là qui s'est répercutée sur tout le reste. Mais Hitler lui-même explique que sa force, ce qui stimule son imagination, c'est l'architecture et la musique. Donc, ramenons ça au Sénégal. Senghor a parlé d'architecture. Il y a même des termes qui sont vraiment des termes savants qui ont été développés comme le parallélisme asymétrique. Si vous êtes plus proche des tableaux de Picasso, lui a appris cela de l'Africain. On dit le jour où il s'est intéressé aux trucs africains, il ne dormait pas la nuit. Picasso. Si vous voyez le tableau de Picasso, c'est le cubisme qui est né en 1905 avec ce fameux tableau qu'on appelle les Demoiselles d'Avignon. Vous voyez des têtes qui sont comme ça, des épaules comme ça. Vous avez une visibilité globale de la personne, mais vous pouvez décortiquer la personne. L'Africain fonctionne comme ça quand il fait de l'art. Sans que ce soit... voilà, c'est vraiment intuitif. Il n'y a pas, à mon avis, de rationalité comme occidentale du terme. Et ceux qui ont vu ça et qui ont essayé d'y apprendre, Picasso est probablement l'occidental qui l'a exploité et qui l'a transformé, enfin, et qui a mis sa propre vision dessus et qui a fait naître ça. Mais ici, c'est les Senghor qui te parlaient de parallélisme qui l'ont développé. Et une construction nette là-dessus, c'est le CICES. Oui. C'est le parallélisme asymétrique. Qu'est-ce que les Sénégalais ont fait? Ils l'ont étouffé, ils l'ont construit tout autour. Oui. Tout ce que le Sénégalais a, il le tue. Oui. Bien savoir. Il y a un combat réellement, c'est les sociologues et les psychologues là qui vont nous gérer de ce côté-là. Il faut comprendre comment est-ce que
on n'exploite jamais nos richesses. Et pourquoi nous tuons tout? Ouais, c'est ça. Et donc, quand vous voyez le CICES, regardez-le bien, allez-y, il y a une architecture incroyable. D'ailleurs, les Marocains, dit-on, doivent répliquer ça chez eux. Ouais, le CICES, c'est un trésor. Donc, l'architecte, le Senghor, là, c'est comme ça que c'est parti, avec une définition. À l'époque, on disait les Almadies. C'est 1000 mètres carrés minimum, et vous n'avez pas le droit de construire plus de 250 mètres carrés. Tout le reste, c'est des espaces verts. Vous devez avoir un grand jardin, c'est ça qu'on vous demande. Les maisons de femmes résidence, pareil. Comme les Toubabs les ont laissés, c'est les grands jardins. Ça, du temps de Senghor, personne n'osait faire autre chose que ça. Il y a même un effet senghorien là chez Moustapha Niasse, vous voyez sa maison qui est là-bas. Non, il s'est resté villa comme avant. C'était dans le mental des gens. Et c'est important de le dire. Et donc, normalement, la gestion publique, donc, tu as mis, les autres mettent en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il laisse le pouvoir donc, à son successeur, qui commence à couper par-ci, par-là. Première coupe. Vous avez le cabinet de Goudiaby, là, à Tepa. Toutes les constructions qui sont de l'autre côté jusqu'à la mer. Oui, c'est vrai. Là, on a mis Bienvenue Dakar. Tout ça, là, Parti socialiste. Président de l'Assemblée nationale, premier ministre, ancien ministre, etc. Les dignitaires de cette époque. Deuxième élément, du côté du casino du Cap-Vert, derrière, vers la mer, là-bas, à côté du restaurant Bay, là, comme Marina Bay. Marina Bay, oui. Tout ce qui est sur le côté, là, à côté, les constructions, là, Parti socialiste. Waouh. Tout le monde habite là-bas. Waouh. Donc, on commence à se découper. Également, les enfants présidentiels commencent également à prendre leur part. Wade vient. C'est important parce que je vais vous raconter une histoire. Je fais une lettre ouverte. Quand j'ai vu commencer à voir, on dit, tiens, ça appartient à qui? Ah, c'est telle personne. Telle personne, je fais une lettre ouverte titrée les pontes de la République se partagent la corniche. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, sa secrétaire m'appelle. Waouh. Je bats, et on a votre téléphone, etc. Le président de la République souhaite vous parler. Abdoulaye Wade à l'époque. Oui. Ah, j'ai dit, ah bon? Comment? Non, il vous demande de venir le voir. Je dis, mais là, vous m'appelez là, sur mon portable, je ne suis pas habillé pour voir le président, hein, pour que j'aille me remettre un peu en ordre, quoi. Il me dit, non, pas de problème, allez-y, prenez votre temps, voilà un numéro de téléphone, dès que vous êtes prêt et que vous êtes sur la route, vous m'appelez. D'accord. J'organise votre arrivée et tout. Je me retrouve au Palais de la République, un président qui m'ouvre son bureau. Il me dit, bonjour monsieur Ba, ça va bien? Bon, écoutez, il me parle comme un copain, hein, comme entre toi et ton petit copain. On va faire ça. Il me dit, mais il faut qu'on parle de ça. Mais là, j'ai un déjeuner, et puis j'ai un problème là, de je ne sais pas trop quoi. Je voulais vous dire ça, il faut qu'on se voit. Et puis, j'ai dit, ok, monsieur le président, je suis à votre disposition. Et puis, il ouvre sa porte, il me laisse partir. Je n'ai pas fait 30 secondes dans son bureau. En tout cas, pas une minute. Et je m'en vais. Les gens qui me voyaient ressortir, ils se disent, mais là, il a eu un problème avec le pas ou quoi? Parce qu'il rentre pour ressortir 30 secondes. Même pas le temps de parler. Moi, j'ai eu le temps de dire, monsieur le président, avec respect, merci de votre intérêt. Alors, bref. Il me rappelle, quelques semaines après, la secrétaire me dit, le président, donc, vous invite à venir le voir à peut-être 17h. Ah oui, non, il vous met à 17h parce qu'après ça, il ne fait plus rien. Ça, c'est les derniers rendez-vous qu'il prend dans les choses qui l'importent un peu. Je dis, les gars, les journaux sont en train de m'appeler dans tous les sens. Alors, non, mais il nous reste 5 minutes. Il faut revenir. Donc, il me dit, et puis c'est important sur le littoral. Et puis, donc, quand je viens, il appelle ses conseillers, il met des chaises en plus. Et on a commencé à parler de ça et commencé à dire l'intérêt qu'il y avait de faire ce littoral jusqu'à ce que je dise, mais monsieur le président, vos prochaines élections, vous les gagnez avec le littoral? Il me dit, ah bon? C'était très machin, comme des copains. Hein? Il me dit, mais comment ça? Je me dis, mais monsieur le président, un Sénégalais heureux de son environnement, qui se balade, qui fait son sport sur le littoral, qui son poisson, chaque fois qu'il a un problème, il se met en face de la mer, il réfléchit, il y va pour récupérer un endroit. Cet homme-là, monsieur le président, c'est pas le même que celui
qui a des constructions à gauche, des constructions à droite, un Ndiaga qui en fume, il ne peut rien. Quand il va voter, c'est pas pareil. Hop, 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 j'ai été même presque applaudi quand je dis ça. Et c'est ça qui est à l'origine des investissements sur le littoral, des routes que vous avez vues là, qu'on appelle la corniche. Mais au lieu de mettre l'argent là où je disais qu'il fallait le mettre comme un Central Park et tout ça, sur le côté gauche, sur le côté plutôt mer, ils ont fait ce qu'ils appellent des infrastructures, ils ont fait des routes. Ok. Voilà, c'est ça qu'ils ont fait, quoi. Donc, Wade, et puis subitement, une fois qu'ils ont fait ça, tout le monde me disait, Mokhtar, mais tu es fort, hein, c'est à cause de toi. J'ai dit, j'avais jamais dit ça, moi. Moi, j'ai dit, l'argent, on le met de l'autre côté. Hein, ici. Ça, c'est après coup. Et on financera ça avec le tourisme qui va se développer. On va faire plein de choses ici. On peut tracer des choses pour que ça n'empêche pas les gens de vivre le jour où on va y arriver. On ouvre les perspectives, après, on va y aller tranquillement. Ça, je pouvais le comprendre si on réfléchissait comme un financier et tout ça. Mais bon, bref. Et puis, surprise, dans les mois qui suivent, j'ai commencé à entendre dire on a donné 1000 mètres à celui-là, on a donné 1000 mètres carrés à celui-là, 2000 mètres carrés à l'autre, et puis là. Et puis maintenant, ça a été le rouleau compresseur. Paf, 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 paf. Et donc, voilà, et donc, tout en tout, y compris dehors, l'aéroport, le machin, on ne réfléchit plus. Et on a fait de cette ville-là un entassement. On a enlevé toute intelligence spatiale de ventilation de la ville. C'est en veux-tu, en voilà. Comme nos cimetières dont j'ai parlé, qui nous ressemblent. J'ai un frère qui vit au Vietnam, qui travaille là-bas, qui me dit, Mokhtar, j'ai écouté ton émission avec Sen TV, mais moi, je vois, non seulement je ne peux pas rentrer, mais même y être enterré, je ne veux plus. Puisque c'est un entassement. Quand tu vas au cimetière, tu dois marcher sur une tombe pour aller sur une autre tombe. Je donne l'exemple pour montrer que même notre dernière demeure, notre dernier appartement, on ne va pas être attentif, on est distrait. Donc, non seulement ça, on met ça en l'air. Mais tonton, juste, il reste 2 minutes avant que les journalistes, je leur laisse la place. Juste 2 minutes. Est-ce que tu pourrais conclure en disant, pour tous les auditeurs du Vibe Up et de Vibe Radio, le combat du littoral, parce que toi, tu fais presque tous les plateaux, télé, radio, pourquoi c'est important et qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage aux générations qui viennent? Aux générations futures, puisque c'est sur ça qu'on travaille, c'est d'abord le réveil. Qu'ils se réveillent sur ces questions-là, qu'ils sachent qu'il y a une aberration économique ici. On a expliqué la destruction créatrice pour gérer ça. Il y a une aberration financière, il y a tellement d'argent, le levier financier permettrait de faire ce qu'on veut, de financer donc la rectification, la santé publique, pour que vous soyez en bonne santé, que vos enfants le soient. Débrouillez-vous à ce niveau-là pour vous battre, parce que sinon vous serez malade et vos enfants vont l'être également. La cohésion sociale, aujourd'hui on a développé une économie de rente littorale, où on t'enrichit à des niveaux absolument incroyables. La cohésion sociale se déglingue parce que des gens vont habiter là-bas, d'autres ne peuvent pas y habiter. Tu vas être, moi j'ai des amis avec qui je ne parle presque plus parce qu'ils m'en veulent de les combattre. Et donc du coup, je leur disais, mais Sadio Mané, footballeur, lui, quand vous le voyez, il gagne 10 milliards par an ou des choses comme ça. Vous ne lui en voulez pas. Au contraire, vous allez vouloir savoir jouer comme lui. Mais un gars qui est là-bas, assis, et puis il a 5 milliards tout de suite parce qu'on lui a donné un terrain, moi, je ne suis pas d'accord. C'est ça la cohésion sociale qu'on déglingue. Donc, les gens vont s'envier, jalousie, machin, ne vont pas... Et donc, c'est tout cela contre lesquels vous devez vous battre. Donc, réveillez-vous, comprenez cela, allez au fond des choses, ne vous mettez pas seulement à dire on ne voit pas la mer. On vous a donné les moyens économiques de cela, les moyens financiers de ça, les moyens sociologiques de ça, les moyens sanitaires de cela, que vous sachiez que vous ne devez pas tomber malade. Et juridique. Si vous avez compris, là, moi, je suis au paradis. Terminé. Mais est-ce qu'on peut avoir un petit tiny desk avant qu'on te laisse partir? Oh, ok. Écoute, c'est 30 secondes. Hein. Attends, qu'est-ce que je joue? Rock. Non, je vais jouer du blues. D'accord. Blues. Bon, ok. On y va.
Waouh. Merci beaucoup. Monsieur Mokhtar Ba était avec nous au téléphone.